Salut à tous, je suis Platypus, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des adaptations du plus célèbre roman de vampires, Dracula, par Francis Ford Coppola. J'ai choisi ce film en particulier car il a une esthétique très forte et personnelle. Il est unique dans la longue liste des adaptations de l'œuvre de Bram Stoker. Nous verrons ce qui le rend si singulier dans cette vidéo. Dracula a donc été réalisé en 1992 par Francis Ford Coppola avec le scénario de James V. Hart, connu pour avoir écrit Hook, sorti un an plus tôt. Hart est à l'origine du projet, qu'il voulait plus fidèle au roman que les précédentes adaptations. Il a souhaité se pencher sur l'aspect érotique de l'histoire de Dracula et a donc rajouté l'histoire d'amour entre le comte, joué par Gary Oldman, et le personnage de Mina Harker, joué par Winona Ryder. Le casting comprend plusieurs grosses têtes, telles que Anthony Hopkins dans le rôle de Van Helsing et Keanu Reeves dans celui de Jonathan Harker. Pour que vous compreniez qui est qui, je vais vous faire un résumé de l'intrigue. Comme d'habitude, si vous n'avez pas vu le film, attention aux spoilers. Le film se déroule en 1897, mais débute par une scène d'introduction au XVe siècle. Elle nous présente le comte Vlad Dracula, un chevalier roumain combattant l'envahisseur ottoman. Alors que sa femme apprend la fausse nouvelle de sa mort sur le champ de bataille, elle se suicide par désespoir. Quand Dracula rentre chez lui et apprend la tragédie, il devient fou de rage et rejette l'église, détruit la croix et se transforme en vampire. Des siècles plus tard, le jeune notaire Jonathan Harker est envoyé en Roumanie pour rencontrer le mystérieux comte et signer un contrat avec lui. Il laisse sa fiancée Mina derrière lui à Londres. Après un voyage éprouvant qui le mène au cœur des contrées sauvages de la Transylvanie, Jonathan découvre le château du comte. Son hôte est excentrique et intrigant, le mettant de plus en plus mal à l'aise, jusqu'à l'obliger à rester chez lui un mois supplémentaire. Lorsque le comte aperçoit le portrait de Mina, que Jonathan garde sur lui, il comprend qu'elle est la réincarnation de sa femme suicidée. Alors, Dracula enferme Jonathan dans sa demeure, peuplée de succubes envoûtantes, et le comte part pour Londres. Il transforme la meilleure amie de Mina, Lucy, en vampire pour s'abreuver de son sang le long de son séjour. Et il tente de se rapprocher de la jeune femme, qui se méfie d'abord de lui et s'inquiète de ne pas voir Jonathan revenir. Mais elle finit par se laisser charmer par le comte. Pendant ce temps, Jonathan parvient à s'enfuir du château, à rejoindre un couvent et prévenir Mina de ce qui lui est arrivé. Les deux fiancés se marient enfin. L'état de Lucy s'aggrave, son propre fiancé fait appel au docteur Van Helsing sur les conseils d'un ami médecin. Spécialiste de l'occulte, Van Helsing tente de sauver la pauvre femme, mais elle périt. Sachant qu'il s'agit d'un vampire et qu'elle peut revenir, il ouvre sa tombe accompagné de Jonathan et des autres. Mais Lucy s'est déjà réveillée et les attaque. Ils la combattent avec difficulté et mettent fin à ses souffrances. La prochaine étape est donc de se débarrasser du comte Dracula. Alors qu'ils détruisent son seul abri, une chapelle en ruine, Dracula rend visite à Mina. Envoûtée, elle lui demande de la transformer aussi pour rester avec lui. Alors que c'était ce qu'il voulait, il refuse de la condamner à la souffrance éternelle, mais c'est déjà trop tard. Les hommes le retrouvent et le font fuir, affaibli par le combat. Dracula retourne donc en Transylvanie pour reprendre des forces sur sa propre terre, mais le groupe le poursuit, aidé de Mina qui peut savoir où il se trouve. Après une course contre la montre à travers l'Europe, ils arrivent au pied du château. Mina se vampirise de plus en plus et Van Helsing fait de son mieux pour la préserver. Le comte arrive à son tour, il parvient à tuer l'un des hommes et à entrer dans le château avec Mina. Il lui demande de l'emmener dans la chapelle et de mettre fin à sa damnation. Alors, la jeune femme en pleurs, le tue, lui apportant la paix et mettant fin à sa propre malédiction. Voilà, c'est un résumé assez long car le film, comme le roman, est dense en informations. J'ai quand même dû ignorer plusieurs détails et personnages secondaires. Ce film se revendique comme l'adaptation la plus fidèle à l'œuvre originale, même si l'intrigue de l'histoire d'amour entre Dracula et Mina est une nouveauté. Elle s'est malgré tout inspirée d'un autre film, Dracula et ses femmes vampires, de Dan Curtis, pour l'idée de la réincarnation du grand amour du comte. En dehors de cette intrigue, somme toute assez importante, puisqu'elle modifie deux protagonistes, le scénario de Hart est effectivement aussi fidèle que possible au déroulement du roman, reprenant souvent sa narration épistolaire. L'adaptation rigoureuse de Dracula n'a pas toujours été prise en compte au cinéma, entre les personnages complètement changés et les scènes oubliées, ainsi que les spin-offs et les parodies. Mais de quelle façon le film de Coppola tente-t-il d'honorer l'histoire de Dracula ? Le film a une identité visuelle unique et forte. Chaque scène, chaque image est esthétisée dans des styles bien loin du cinéma moderne. On retrouve notamment du baroque dans la scène d'introduction de Dracula, un style exubérant, coloré et chargé qui vient du XVIe siècle. C'est dû à la fois aux costumes,
aux décors et lumières, et aussi aux jeux d'acteurs très exagérés. Les combats, évoquant les ancestraux théâtres d'ombre asiatiques, possèdent une esthétique très orientale. Mais le style prédominant est évidemment le gothique, puisque la majorité du film se déroule à la fin du XIXe siècle. C'est avec l'arrivée du romantisme en Europe que le gothique médiéval a connu un renouveau et une transformation. Il est aujourd'hui connu pour ses œuvres apportant des émotions fortes et une esthétique sombre et très marquée. Le roman de Bram Stoker est d'ailleurs une pierre angulaire du mouvement littéraire gothique. Coppola a donc rendu hommage à cette époque dans son adaptation. La représentation historique de l'Angleterre victorienne n'est pas réaliste, elle correspond à une vision fantasmée de cette époque, inspirée de la littérature gothique, du romantisme et du pré-raphaélisme. Des mouvements qui ne se sont pas tous côtoyés mais se sont influencés. Ils se caractérisent par la place qu'ils accordent à l'émotion, aux éléments naturels et à une forme d'icône féminine. Par exemple, Lucie représente cette liberté et cette beauté sauvage qui fascinaient les artistes de l'époque. On pourrait dire que le gothique est différent car il s'intéresse au macabre, mais le pré-raphaélisme esthétise lui aussi la mort et le suicide. Et le romantisme se complaît dans ses propres émotions négatives. Il est donc évident que ce film est inspiré de ces mouvements, surtout dans les personnages de Dracula et de Mina, les amants maudits. Les décors et les costumes sont la fondation de l'esthétique du film. Tous les décors sont artificiels, réalisés en studio, et leur côté faux est volontaire. Chaque scène équivaut donc à une peinture, où chaque élément est calculé pour renforcer l'émotion. Coppola avait souhaité faire certaines scènes qui sont très esthétisées mais pas narratives ou irréalistes, qui sont selon lui des rêves érotiques. La plupart des décors sont très vastes, sombres ou vides, surtout dans le château de Dracula, pour laisser de l'espace aux costumes. Ces derniers sont les vrais décors, selon l'équipe technique, ils sont donc mis en avant autant que possible. Ils sont très élaborés et symboliques, dignes de peintures baroques ou victoriennes. Chaque costume est reconnaissable et unique grâce à cette esthétique apportée par la vision commune de Coppola et de la costumière Eiko Ishioka. L'un des costumes de Dracula est notamment inspiré du tableau Le Baiser de Klimt, le rendant reconnaissable, coloré et très chargé, comme le baroque, même si le tableau date de 1908. Mais ce n'est pas tout. L'esthétique unique du film n'est pas seulement due à son style. Les effets spéciaux et les choix de montage y sont pour beaucoup. Coppola a fait le choix de ne réaliser le film qu'avec des effets pratiques, non numériques, mais surtout en utilisant des techniques obsolètes en quelque sorte, qui datent des débuts des effets spéciaux. Il a donc fait appel à son propre fils pour se charger de ces effets traditionnels, car personne d'autre ne pensait que c'était réalisable. Nous verrons plus tard l'une des raisons qui a justifié ce choix complexe. Ils ont donc utilisé, par exemple, des maquettes, des marionnettes, des surimpressions. Le résultat est impressionnant, les effets spéciaux ne vieillissent pas et ouvrent une fenêtre sur le cinéma à l'ancienne et renforcent l'aspect vieillot voulu par le film. Le montage aussi est intéressant, notamment avec les transitions entre les scènes. Des images similaires qui se superposent dans un fondu ou qui tracent un parallèle entre deux éléments symboliques. Ces transitions font artificielles et forcées, certes, mais cet aspect est volontaire et cohérent avec l'univers du film. Au final, le montage renforce le côté rêve éveillé de cette aventure cinématographique. Comme je l'ai dit à l'instant, Coppola a voulu utiliser des effets spéciaux datant des débuts du cinéma. L'une des raisons qui l'a poussé à renoncer au numérique est évidemment le budget limité, mais surtout l'envie de rendre hommage à une époque, ce qu'on a déjà vu avec l'esthétique gothique. Dracula se déroule en 1897, alors que le cinématographe des Frères Lumière vient d'apparaître. Lorsque le comte arrive à Londres, il demande à Mina de l'emmener voir cette invention révolutionnaire. Si la scène n'est qu'un prétexte pour leur permettre de se rapprocher, le point mis sur le cinématographe est important. Coppola a voulu rendre sa gloire à cette période de tâtonnement de l'image mouvante, dans la scène de rencontre entre les deux personnages, mais aussi dans le reste du film. Les effets spéciaux, les effets de montage, les décors, tout renvoie au début du cinéma, aux artifices que Georges Méliès et ses héritiers ont trouvés pour exprimer l'imaginaire, au cinéma d'horreur dont Dracula est l'un des premiers représentants. C'est la raison pour laquelle le film semble si irréel, si artificiel. C'est une vision venue d'un passé révolu, où le cinéma était une forme de magie, ici mise en parallèle avec celle du comte Dracula. Une grande illusion, tout comme lui. Les personnages du film sont très différents de ceux du roman. Ils sont plus exubérants, plus étranges. Surtout le docteur Van Helsing et la jeune Lucie. Sans compter le comte lui-même.
Ce sont des marginaux dans une société victorienne très stricte et biaisée. Mais c'est la marginalité de Dracula qui est mise en avant, son isolation à la fois volontaire et subie. Il s'est condamné à une vie éternelle en solitaire, en rejetant la religion lors du suicide de son épouse, même si, en commettant cet acte désespéré, il ne savait pas quel sort l'attendrait. Dracula, dans ce film, est une figure tragique, un homme brisé et maudit, avant d'être un monstre. Il s'isole du monde qu'il a rejeté, et quand il y est confronté avec Jonathan, il est complètement inadapté au contact humain. Pour séduire Mina, il va donc mettre un masque, celui de l'homme qu'il a un jour été. Il aspire à redevenir humain, et, alors qu'elle le supplie de la transformer, il refuse de la condamner à cette éternité de damnation. Seule la mort le délivrera de sa malédiction. La religion a donc un rôle très important dans cette histoire. Lorsque l'épouse de Dracula se suicide, en le croyant mort au combat, le salut de son âme est rejeté par l'Église. C'est ce qui déclenche la fureur du comte, qui renie donc la religion en traversant la croix de son épée. Du sang en coule, celui du Christ ou le symbole de sa propre damnation. Dracula le boit et devient un vampire, une âme damnée. Plus tard, des symboles religieux et des exorcismes seront utilisés pour lutter contre lui, avec un succès relatif. La religion chrétienne est donc ambiguë dans ce film. Elle est à la fois celle qui combat le mal et qui offre une rédemption à Dracula quand il meurt. Dans une chapelle, ce n'est pas rien. Et à la fois celle qui a abandonné sa femme et fait de lui un monstre. La raison pour laquelle le scénariste James Hart a voulu réécrire l'histoire de Dracula était parce qu'il y a vu un potentiel pour l'érotisme. La sexualité taboue à l'ère victorienne serait présente de façon symbolique dans le roman et dans la figure du vampire. Si ça paraît évident aujourd'hui, ce n'était pas le cas à l'époque. Les vampires étaient des monstres, Bram Stoker en a fait des humains charismatiques. La littérature gothique, comme le romantisme d'ailleurs, peut être perçue comme un exutoire pour des fantasmes opprimés par l'époque, notamment avec l'image de la Vierge. Hart a donc voulu exploiter cet aspect, le creuser. Il a mis en opposition les personnages de Mina et de Lucy, une opposition renforcée par les deux actrices et leurs costumes. Mina est réservée, naïve, sa sexualité est refoulée. Lucy assume complètement ses sentiments et sa sexualité, alors qu'elle vit dans un monde qui ne tolère pas ce comportement. Mais son statut élevé lui permet certaines libertés. Il semble donc logique que ce soit elle que Dracula transforme en vampire, car elle a le penchant naturel qui la pousse directement dans ses bras. En voyant ça, on pourrait se dire qu'elle est punie par le film pour sa conduite. Mais le fait que Mina découvre elle aussi sa sexualité et des sentiments forts grâce au conte semble montrer que cette libération est positive. Car il est bien question de libération pour Mina, tout ce qu'elle a refoulé est exalté par Dracula, le vampire qui incarne le charisme et la sensualité. Ce n'est pas qu'une question de sexualité, mais aussi d'émotions et de sentiments que la société victorienne exige de refouler. Voilà, c'était ma présentation du Dracula de Francis Ford Coppola. C'est un film qui divise beaucoup les gens depuis sa sortie. Que ce soit le style visuel inhabituel, l'adaptation libre du roman ou la direction d'acteur, il a reçu autant de critiques que d'engouement. Mais ce n'était pas le sujet de cette vidéo, et je ne peux pas dire que ce film soit l'un de mes préférés, même si je le trouve très intéressant pour les raisons qui ont été présentées. J'ai simplement voulu étudier de façon objective ce qui fait de ce Dracula une œuvre à part. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse pour la sortie tardive de cette vidéo. J'ai eu quelques problèmes techniques avec mon ordinateur, mais je compte bien reprendre les vidéos à un rythme plus soutenu. C'était Plaidipus, merci d'avoir regardé, à la prochaine!